bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. Je sais, je suis hyper en retard. Actuellement, nous sommes au mois de mai et je vais vous tourner cette lecture du mois de mars. Pas du tout en retard, la fille. J'ai peu d'excuses, à part que j'avais juste pas le temps. Mes lectures s'en ressentent aussi car au mois de mars, j'ai lu très peu. Très peu pour une petite Manon, ça veut dire que j'ai dû lire 3 romans et 2 mangas. Ce retard est aussi dû à une lecture qui m'a pris énormément de temps pour qu'au final je l'abandonne. Et c'est une déception car c'est un livre que j'avais envie de lire depuis 4 à 5 années. J'ai resté 2 semaines dessus tellement que j'avançais pas. Je vous en parlerai tout à l'heure donc de cette lecture abandon, sachant qu'abandonner des livres ça m'arrive très rarement. J'ai enfin commencé la saga The Promised Neverland, puis j'ai lu le classique À l'Ouest, rien de nouveau d'Éric Maria Remarque. Puis j'ai craqué et je me suis procuré et me suis jetée sur Dry de Neil et Jarrod Chesterman. J'ai lu Watership Down de Richard Adams et j'ai enfin osé sortir de ma palle le premier tome de la saga Shades of Magic. Pour une fois, on va commencer par tout ce qui est BD, manga et lecture graphique. Donc comme vous l'avez entendu dans la présentation, nous allons parler de The Promised Neverland, les 2 premiers tomes. Ceux qui me connaissent savent que je ne lis pas de manga. Le manga et moi, on se connaît pas. Mais je commence vraiment à me rendre compte que je passe sûrement à côté de quelque chose de super. J'ai envie de découvrir un petit peu plus ce genre littéraire et c'est pourquoi j'ai commencé avec The Promised Neverland, qu'on voit partout et dont on entend parler partout. Sans vous mentir, moi j'y suis allée sans savoir du tout de quoi ça parlait. Ce qui m'a plu, c'est le dessin. Moi qui attendais une lecture doudou un peu mignonne que j'allais lire en 30 minutes dans le métro le matin, je me suis retrouvée face à cette lecture en me disant sérieux, en fait c'est ça l'histoire? Mais c'est trop bien! J'aimerais trop vous en parler et vous dire ce qui se passe, mais en fait j'ai envie de vous laisser la surprise intacte comme elle le fut pour moi. Je vais juste vous dire qu'on va suivre l'histoire d'Emma, donc qui est la jolie petite fille qui est là et puis qui est là aussi, et qui vit dans un orphelinat avec, on va dire, tous ses frères et sœurs. Ils constituent une très grande famille et ils vivent ensemble. La directrice de l'orphelinat est leur maman, en tout cas c'est comme ça qu'ils l'appellent, et il est vrai qu'elle fait tout pour que ces jeunes enfants évoluent et soient heureux. Mais il est temps pour moi de vous rappeler ce vieil adage qui est méfiez-vous des apparences. Oui, cet orphelinat est magnifique avec cette vieille bâtisse, ces immenses jardins, ces arbres, cette nature verdoyante. Un soir, tout va basculer, la vérité va éclater aux yeux d'Emma et elle va donc décider de s'enfuir le plus rapidement possible de cet orphelinat. Ça prend une tournure totalement glauque, totalement surprenante et c'est avec plaisir que j'ai découvert donc les 2 premiers tomes de cette saga. J'ai ensuite lu À l'Ouest, rien de nouveau d'Éric Maria Remarque. À l'Ouest, rien de nouveau, c'est un des classiques que j'ai décidé de lire cette année. Et bien ce fut vraiment une très belle lecture. De 1 parce que le sujet est prenant, il est touchant évidemment, et nous rappelle que français ou allemand, des 2 côtés du No Man's Land, c'était juste des mecs qui se retrouvaient là dans la boue, qui avaient rien demandé à personne et qui crevaient en masse. Et surtout, l'auteur raconte ça avec une justesse. C'est son quotidien à lui, jeune homme de 18 ans, tout juste diplômé avec ses copains qui sont envoyés du coup combattre les Français. De plus, évidemment, le quotidien des jeunes soldats y est ici très fidèle. Et c'est écrit avec une telle justesse que on entend les obus, on sent les odeurs de gaz moutarde, on tremble avec eux dans des trous de souris. Il y a de très belles interrogations sur l'humanité, sur la place de l'homme, sur la planète, sur les conflits. C'est un classique, je comprends pourquoi maintenant, donc n'hésitez pas à vous le procurer, à l'emprunter et à le découvrir et surtout à en parler, car le temps passe, mais il ne faut, je vous rappelle, toujours pas oublier notre histoire. Dans un tout autre genre, je me suis jetée sur Dry de Neil et Jarrod Chesterman. Vous vous rappelez Neil Chesterman, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne car c'est l'auteur de la saga La Faucheuse qui est une saga que j'aime vraiment beaucoup. Il revient là avec un one-shot coécrit avec son fils Jarrod dans lequel nous allons suivre l'histoire d'Alyssa, une adolescente qui va se retrouver confrontée à une catastrophe. Nous sommes en Californie et la sécheresse s'éternise. Toutes les réserves d'eau sont à sec, il n'y a plus d'eau au bout de vos robinets. Et nous allons donc nous rendre compte de que se passe-t-il quand l'être humain ne peut plus assouvir l'un de ses besoins primaires qui est tout simplement de boire. Vous vous doutez bien que la paisible Californie va se transformer en zone de guerre, on peut dire, où chacun va se battre pour une goutte d'eau. Et comme toujours, la peur, le besoin, l'instinct de survie nous transforme, nous, êtres humains, en véritables prédateurs. Alyssa va donc tout faire pour qu'elle et son petit frère sortent indemnes de cet événement. Ce livre est très intéressant. Nous sommes actuellement dans une situation où la disparition des ressources naturelles nous concerne tous les jours. On y a tous pensé un jour,
On a tous eu un jour très soif, c'était rien comparé au moment où vous allez lire ce livre. Mais lisez-le avec une gourde remplie d'eau à côté de vous parce que vous allez boire tout du long. C'est ce qui prouve à quel point la plume, d'ailleurs, des deux auteurs, est très bonne parce qu'ils ont soif et nous on est là, on salive à côté d'eux en disant mais va boire de l'eau et on n'arrête pas de boire. C'est dingue, c'est comme quand vous lisez un bouquin que le héros se cogne le doigt de pied contre une table et instinctivement vous avez mal au doigt de pied. Le rythme est très bon parce que c'est un one shot, dès le début on est dans l'action. J'ai trouvé qu'il était très intéressant et très malin d'aborder ce sujet. Encore une fois, l'être humain est vraiment capable des pires atrocités, vous le verrez en lisant Dry de Neil et Jarrod Shusterman. Et nous arrivons à la lecture qui a été une déception, même si je continue de croire que peut-être un jour j'arriverai à le lire. Il s'agit de Watership Down de Richard Adams. Clairement, quand on voit ce bouquin, mais c'est prometteur. Il vous fait de l'œil dans le rayon de la librairie. En plus, Watership Down, avant même que ce livre ait cette super couverture, moi j'avais envie de le lire depuis très longtemps. Dessus, ils vous mettent un petit bandeau rouge que j'ai pas gardé avec écrit « Avant Harry Potter, il y avait Watership Down ». Oh! En plus, ils vous mettent ça, mais clairement, tout Potterhead qui se respecte a forcément envie d'aller fouiner au milieu des pages. C'est pas une mauvaise lecture, c'est pas mal écrit, mais voilà, je vais vous dire, en 2 semaines, et en lisant tous les jours, j'ai lu 205 pages. Parce que c'est écrit tout petit, parce que l'action est très lente, et parce qu'à un moment donné, je m'ennuyais. Voilà! Le pire, c'est que ça faisait déjà 100 pages que j'avais envie d'arrêter. Vous voulez quand même savoir de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire de Hazel et Fievel, qui sont 2 lapins. Donc nous allons suivre l'histoire de 2 lapins. Fievel, petit lapin, se retrouve à avoir des visions et prévoit la destruction totale de leur famille, de leur terrier. Du coup, Hazel et Fievel vont décider de partir eux-mêmes vers un endroit rêvé que Fievel a vu dans ses prémonitions, de quitter du coup leur famille et de partir à l'aventure. Jusque-là, pourquoi pas? Cependant, ce sont des lapins au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'à part courir, se cacher, manger des carottes, dormir, avoir peur des animaux, mais ils ne font rien d'autre. Il ne se passe que ça, c'est-à-dire que ils s'en vont, ils trouvent un endroit sympa, ils sont contents, ah en fait c'est pas si sympa, ils ont peur et ils s'en vont. Ils s'en vont, ils trouvent un autre endroit sympa, ah en fait c'est pas si sympa, ils ont peur et ils se renvont. À la page 205, ce schéma s'est au moins reproduit 4 fois. Donc peut-être qu'il se passe autre chose après, mais moi j'en avais ras le bol de lire pour la 4e fois la même histoire. C'était un immense succès lors de sa première sortie, c'est-à-dire en 1972. Donc dans les années 70, il kiffait grave suivre des lapins. C'est sûrement pour ça que l'éditeur s'est permis de mettre un petit bandeau rouge. Avant Harry Potter, il y avait Watership Down. Parce qu'en soi, à part le fait que ça a été un succès, il n'y a aucun point commun avec Harry Potter. Et alors ça, du coup, vous ne pouvez que décevoir le lecteur. On ne peut pas se permettre de mettre le nom d'un bouquin d'un succès comme Harry Potter pour attirer le client. Surtout quand le bouquin n'a rien à voir, il n'y a aucun point commun entre Harry Potter et Watership Down. De 1, ça m'a un peu agacé ce petit bandeau mensonger. De 2, j'ai été déçue. Ça vient peut-être de moi parce que c'était une lecture que j'avais vraiment envie de lire depuis plusieurs années et peut-être que mes espérances étaient trop hautes. Mais voilà, c'était ennuyeux en fait. Donc c'est un raté. Donc je suis désolée, le livre est magnifique mais pour moi il n'est pas à la hauteur des attentes qu'il procure. Après Watership Down, où je ramais, où je pataugeais dans la semoule, clairement, je me suis jetée sur le premier tome de Shades of Magic et mon dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait de lire ce tome. Je vous explique. J'avais acheté le tome 1, j'osais pas le lire parce que tout le monde en parlait aussi. De 2, j'aime pas du tout la couverture, je la trouve kitschissime à souhait, alors que regardez comme la cote et la 4e sont hyper belles. De même, à l'intérieur, il y a des sortes de petites illustrations comme ça pour chaque chapitre. Trop beau, on est d'accord? Alors pourquoi cette couverture? Désolée pour l'illustratrice ou l'illustrateur, je ne suis pas en train de dire que ces dessins sont laids, je dis juste qu'ils ne correspondent pas du tout à l'histoire qui est racontée dedans. Et quelle histoire, messieurs, dames, je vous jure, mais quelle histoire que Shades of Magic! Je vous présente pour l'instant mon coup de cœur 2019. C'est THE coup de cœur, et il va falloir y aller pour passer devant, croyez-moi. J'en ai lu des sagas fantastiques, des sagas young adultes, j'en ai lu, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et bien celle-ci, elle me plaît vraiment beaucoup. Cette histoire se passe à Londres, mais attention, il y a plusieurs Londres. T'as fumé ou quoi? Comment ça, il y a plusieurs Londres? Et oui, il y a en tout 4 Londres, c'est-à-dire qu'il y a le Londres gris, qui est celui que nous connaissons nous, notre Londres là où il pleut, où il y a le Big Ben qui fait bang, bang. Dans 3 autres univers parallèles existent 3 autres Londres. Le Londres blanc, le Londres noir
et le Londres rouge. Ces 4 Londres ont chacune une spécificité. Le Londres gris, il n'y a pas de magie. Le Londres rouge, il y a plein de magie, c'est magnifique, là-bas la magie est reine. Le Londres blanc, il y a de la magie mais elle est devenue tellement rare que les gens s'entretuent pour l'acquérir et avoir du pouvoir. Et le Londres noir, c'est un Londres qui a été détruit justement à cause de la magie. Résultat, on a fermé les frontières entre les 4 Londres et les seuls à pouvoir voyager entre ces autres mondes s'appellent des Antares. Et quel est un Antari. Son job à lui, c'est de passer des messages à tous les différents rois des différents Londres. Hélas, qu'elle va faire quelque chose qui à la base va sembler totalement anodin, mais qui va provoquer une histoire mais géniale. Pourquoi elle est géniale? Mais parce que l'univers est hyper original, les personnages sont excellents, il y a des pirates, il y a des sorciers, il y a des rois, il y a des bohémiens, il y a des pseudo morts-vivants, zombies, enfin un truc bizarre. Il y a de la magie noire, il y a de la magie blanche, il y a du sang, il y a des combats. Bref, si vous aimez les romans d'aventure, si vous aimez la science-fiction, si vous aimez lire un livre comme ça sans pouvoir le lâcher, allez-y, c'est vraiment trop bien. Vi Ishwab est une autrice super. Quand j'ai fini le tome 1, je trouvais ça trop bien, mais j'étais un peu déçue par la fin. Je m'étais dit, bah dis donc un peu facile quand même pour les héros de s'en sortir. Mais j'ai compris après. Qu'après j'ai eu le tome 2 et le tome 3. J'ai tellement aimé que là je vais arrêter de vous en parler, mais que je vais vous faire une vidéo focus que sur cette saga. Mais après le bide qu'avait été Watership Down, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien de lire un bouquin où on est totalement entraîné par l'histoire, où on s'attache aux personnages, où les méchants sont redoutables. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, ils m'ont beaucoup plu. Genre à la fin quand on ferme le dernier tome, on est triste de les quitter. Pour moi ça c'est vraiment quelque chose qui fait que les personnages sont réussis, c'est quand on s'attache à eux au point que des fois on oublie que c'est juste des mots sur une feuille de papier, quoi. Ils existent vraiment pour nous, quelque part dans notre tête. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire dans les commentaires quelles ont été vos lectures à vous récentes, coup de cœur ou coup de gueule. Enfin, pour ceux qui trouvent ça sympa, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube et à me suivre sur Facebook ou Instagram. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous souhaite de lire plein de bouquins super. On se voit très vite, à bientôt, bonne journée, bon dimanche, au revoir.